Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique, c'est le phishing. Pour commencer, je vais t'expliquer ce qu'est le phishing. On va ensuite regarder comment est-ce que les hackers préparent une attaque de phishing. Et ensuite, on va passer en revue les différents points de vigilance à avoir quand on reçoit un email de phishing. Donc le mot phishing, ça vient de la contraction en fait du mot donc phishing, donc qui est péché en anglais, et phreaking. Et phreaking en fait ça signifie, ça désignait plutôt à l'époque le piratage des lignes téléphoniques. Donc en fait c'est la concaténation de ces deux mots qui permet en fait de faire phishing. Le phishing, il est issu principalement de l'ingénierie sociale. Donc l'ingénierie sociale, en fait, c'est une technique utilisée par les hackers pour jouer sur l'affect, sur les sentiments contre une personne, contre un homme, contre une femme, contre un humain. Et donc c'est une vulnérabilité qui exploite la faille humaine en dupant les personnes. Donc ça peut se faire en fait par différents moyens. Les hackers, généralement, ils utilisent l'identité d'une personne ou même d'une entreprise. Ça peut être une banque, une assurance ou autre, ou EDF, des choses comme ça, des grosses entités. Cette technique est activement exploitée parce qu'elle marche très souvent. On a l'impression qu'il y a peu de retour entre guillemets sur investissement pour les hackers sur cette technique-là, mais elle est vraiment très utilisée parce que les gens sont plutôt naïfs, font pas vraiment attention, cliquent un peu n'importe où et se font voler leurs informations comme ça. Donc on va voir après comment est-ce qu'on va pouvoir distinguer les différents éléments d'un email de phishing. En termes d'informations qui peuvent être volées, donc toutes les informations que vous allez être susceptibles de rentrer dans un formulaire va pouvoir être récupérée par le hacker. Donc ça peut être des coordonnées bancaires, ça peut être des coordonnées postales, votre adresse postale par exemple, des identifiants de connexion, des mots de passe, nom, prénom, enfin toute information susceptible d'être rentrée sur cette fausse page web va être envoyée au hacker pour qu'il puisse la récupérer et l'exploiter plus tard. En termes de préparation, donc comment ils vont préparer leur attaque. Donc ça va être généralement en 4 étapes, 4 ou 5 étapes. La première, c'est quand un attaquant va créer une campagne de phishing, il faut savoir qu'il va avoir un seul objectif en tête. Ça va être de piéger le maximum de personnes. Et quand je dis piéger le maximum de personnes, c'est vraiment en fait taper dans la masse pour avoir en fait le maximum de retour sur investissement. La question qui va se poser, elle est simple. Ça va être si j'envoie un email avec ce type de contenu spécifique, combien de personnes seraient susceptibles de toucher ? Voilà. Et globalement, on voit que les emails de phishing, on en a tous déjà reçus, c'est souvent des grandes entités qui sont utilisées par de nombreuses personnes, comme des grosses sociétés telles qu'Apple, Outlook, ça peut être aussi la banque postale, ça peut être EDF, ça peut être en fait des choses qui touchent majoritairement 70% voire 80% de la population. Donc en fait ils sont quasiment sûrs que dans le lot, il va y avoir des gens qui vont cliquer, qui vont se sentir concernés par ça. Ils vont pas en fait faire des choses trop spécifiques et liées à une seule personne. Alors après ça se fait. Admettons que vous alliez à une salle de sport dans votre quartier et que vous receviez un mail de phishing lié à cette salle de sport, donc c'est très spécifique et propre à vous. Là pour le coup, c'est que c'est vraiment une attaque ciblée sur vous, c'est pas une attaque de masse. Et après on voit dans les types de contenus, généralement de l'email, on reste souvent assez vague. On met pas de nom, prénom, vraiment d'informations liées à vous. C'est vraiment on tape dans la masse pour qu'il y ait le maximum de gens qui interagissent avec et qui se fassent piéger. Donc la première étape, déjà, ça va être de se calquer sur les emails officiels qui sont envoyés par les sociétés, par les banques, par Apple ou autres. Donc généralement, le hacker en fait, il va récupérer le maximum d'éléments de design qui sont liés à l'email. Donc il va récupérer le logo, il va récupérer les polices, les images qui sont utilisées, s'il y a vraiment des styles de texte particuliers ou une touche graphique qui est liée à cette entreprise, il va falloir qu'il la récupère pour qu'il puisse avoir vraiment la même identité. Parce que si on a l'habitude d'Apple par exemple d'avoir des choses très carrées, très clean, très propres, si on reçoit un email avec des caractères qui sont complètement éclatés, un logo qui est pixelisé, ce genre de choses, ça va pas le faire. On sait que ça viendra pas d'Apple.
et ce ne sera pas aussi efficace. Ensuite, la deuxième étape, donc ça va être de recréer le faux email. Et là, leur but, ça va être d'avoir un email hyper soigné. Plus l'email est soigné, plus le piège sera bon et plus les personnes se feront avoir. Après, on voit souvent que les emails, avant, il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, il n'y avait pas forcément d'images, ils prenaient vraiment pas le temps d'appliquer cette partie design en fait. Ils envoyaient vraiment ça en masse pour attendre l'interaction des utilisateurs. Et maintenant, on voit que de plus en plus, ils mettent les vrais logos, ils mettent à jour du coup les pages pour qu'elles ressemblent vraiment aux pages de connexion ou aux pages d'inscription. Et voilà, ils font vraiment un effort là-dessus, donc c'est de plus en plus dur pour savoir si c'est un email de phishing. La troisième étape, ça va être pour le hacker de trouver un motif percutant. Il va falloir qu'il attise votre curiosité pour qu'ensuite vous cliquiez sur le lien et vous rentrez vos informations. Donc généralement, ça peut être différentes thématiques, comme la mise à jour de vos données personnelles. Pour ça, c'est souvent utilisé. On va vous dire, nous mettons à jour notre politique de confidentialité ou nos conditions générales de vente. Cliquez ici pour mettre à jour vos données personnelles. Là, vous rentrez vos informations. Et du coup, finalement, c'est un piège et vous avez envoyé vos informations au hacker. Donc ça peut être ça, mais ça peut être d'autres choses où généralement, la caisse d'allocation familiale, où on vous donne de l'argent. On vous dit, vous avez 50 € en attente, 100 € en attente, ce genre de choses. La dernière étape, ça va être de recréer en fait la page à proprement parler de phishing qui va servir de piège en reprenant exactement les codes graphiques dont on a parlé dans la première étape. Sauf que celle-ci, malheureusement, donc elle ne fonctionnera pas si vous essayez de vous connecter. Elle va simplement dupliquer le design de la vraie page et piéger vos informations et les envoyer au hacker. Maintenant, on va essayer de passer en revue les éléments sur lesquels il faut être vigilant quand on reçoit un email de phishing. La première chose, ça va être de vérifier l'adresse de l'expéditeur. Ça, c'est hyper important parce que c'est très évocateur. Tous les services professionnels, que ce soit des grosses entreprises ou des entités, ont des structures d'email bien précises. Par exemple, Apple, si vous recevez un message du support, généralement, ça sera support@apple.com. Aussi simple que ça. Si vous recevez par exemple un email qui est composé de support ID _ account avec plusieurs chiffres, plusieurs lettres, des choses comme ça, arrobase, une sorte d'Apple mélangé avec quelque chose d'autre, c'est que là déjà ça sent mauvais parce que ils ont des structures vraiment précises et généralement chaque email est lié à un département, donc que ce soit contact@apple.com, support@apple.com, voilà, je sais pas, réparation@apple.com, enfin ils essayent vraiment de faire des choses simples pour que les gens puissent y accéder facilement. Donc déjà, si vous recevez un email avec un expéditeur bizarre comme ça et une très longue adresse email, c'est que déjà ça sent pas bon. Le deuxième point de vigilance, ça va être le corps du mail. Est-ce qu'il est cohérent selon vous ? Il faut savoir quel est le contenu du message. Est-ce qu'on est concerné par ce type de mail ? Est-ce qu'on a déjà créé un compte dans cette entreprise ? Parce que ça peut arriver effectivement qu'on reçoive un email d'Apple de mise à jour de nos données personnelles et en fait on n'a jamais eu d'appareil Apple de notre vie. Donc là, pour le coup, ça tombe mal. Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ? On peut aussi se baser là-dessus pour savoir si c'est potentiellement un email de phishing. C'est rare qu'Apple fasse des fautes d'orthographe dans ses emails. Est-ce que le mail que vous recevez, il est dans votre langue maternelle ? Ça, des fois, c'est important parce qu'on se dit au final, on est en France, Apple a un service français et là, on reçoit un email d'Apple en anglais. On se dit, c'est quand même bizarre. Il y a des Apple Store en France, il y a du support français. Pourquoi est-ce qu'ils m'enverraient un email anglais alors que je suis français et ils le savent ? Ensuite, la formulation des phrases aussi. Est-ce qu'elle vous semble correcte et est-ce qu'elle vous semble pas confuse ? Ça, c'est important et c'est facilement détectable. Généralement, quand on vous envoie un email professionnel, c'est très clair. Vous avez les étapes à suivre et toutes les informations nécessaires. Le troisième point de vigilance, c'est savoir si les informations que l'on vous donne, elles sont plausibles. Par exemple, si vous avez un email d'une nouvelle connexion suspecte sur un de vos produits Apple par exemple, vous habitez en France, on vous dit que le navigateur c'est Google Chrome, que l'OS c'est Windows et que ça s'est connecté depuis les États-Unis. Donc, généralement, ils utilisent ça pour vous faire un peu peur.
Et après, il faut savoir que tous ceux, par exemple, qui utilisent Apple, iCloud, dès qu'il y a une nouvelle connexion détectée, il y a forcément une notification qui part, que ce soit sur le téléphone ou sur les autres appareils pour vous dire attention, une nouvelle connexion est détectée. Ensuite, le 4e point de vigilance, donc, c'est qu'on vous incite à agir immédiatement. Ça, en fait, c'est hyper important. On va presque toujours vous inciter à agir rapidement. Dans certains cas, l'attaquant il va même vous donner toutes les clés pour pouvoir y arriver rapidement. Donc il va vous dire étape 1, il faut faire ça, 2, il faut faire ça, 3, 4, 5, etc. En gros, il vous pousse à agir immédiatement pour que vous vous sentiez un petit peu désemparé, que vous ne réfléchissiez moins et du coup vous cliquiez sans savoir. Généralement, c'est des sujets qui font peur. Par exemple, cliquez ici, sinon votre compte iCloud va être supprimé définitivement. Vous allez perdre toutes vos photos, tout votre contenu, etc. etc. Donc, généralement, ils jouent là-dessus pour que les personnes puissent cliquer rapidement et récupérer leur contenu. Le 5e point de vigilance, c'est sur le lien ou le bouton sur lequel vous allez cliquer. Ça, généralement, c'est un lien piégé, donc il faut le savoir, qui va mener vers une fausse page web pour du coup envoyer vos identifiants aux hackers. Donc généralement, il ne faut pas cliquer dessus parce que ça peut parfois vous télécharger des logiciels malveillants. Effectivement, généralement, le fonctionnement classique, c'est cliquer sur un lien, avoir un formulaire avec la page de phishing où on vous demande vos informations, vous les rentrez et au moment de la soumission du formulaire, là vous envoyez les informations au hacker. Mais ça peut être aussi cliquer sur un lien et ça vous télécharge un logiciel sur votre ordinateur. Ça peut être Flash Player ou ce genre de choses et ça peut contenir aussi des malwares, des choses comme ça, donc il faut toujours être vigilant là-dessus. S'il y a bien une chose sur laquelle il faut faire attention et qui ne ment pas généralement et qui n'est pas falsifiable par les hackers, c'est l'URL, c'est le nom de domaine. Pour faire rapidement une explication, un nom de domaine appartient à une seule personne ou une seule entité. Il ne peut pas appartenir à 2 personnes. Donc par exemple, si on a le site apple.com, on ne peut pas avoir 2 détenteurs de apple.com. Donc ce qui se passe, c'est que le nom de domaine, c'est le seul talon d'Achille des hackers. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas l'usurper. Ils peuvent essayer de créer des noms de domaine qui ressemblent fortement aux vrais, aux originaux, mais ils ne pourront jamais le remplacer complètement. Ça veut dire que si vous recevez un email d'Apple et que le site officiel c'est apple.com et quand vous cliquez sur votre lien, on se retrouve sur Apple avec 3L ou 4P ou quelque chose comme ça, c'est que là déjà ça sent pas bon, il faut sortir du site et il faut partir. Donc généralement ça c'est la seule chose sur laquelle ils n'ont pas la main, ils ne peuvent pas agir, donc en fait ils essayent de déjouer certaines sécurités pour créer des noms de domaine et réserver des noms de domaine qui ressemblent fortement à Apple. Donc par exemple, ils peuvent faire un apple-support.com, apple-réparation, apple-motdepasse.com, .fr, tout ce que vous voulez. Et là par contre, ça peut porter à confusion parce qu'effectivement il y a le mot Apple dedans, mais ce n'est pas apple.com. Donc en fait il faut toujours garder en tête le nom de domaine principal, donc qui est apple.com et qui correspond généralement au site officiel de l'entreprise. C'est rare qu'ils redirigent, par exemple quand on vous envoie un email ou quelque chose comme ça, même pour un mot de passe oublié, qu'on vous envoie sur un autre site que le site officiel. C'est assez rare quand même. Et du coup donc le dernier point, c'est de prendre du temps pour analyser l'email. Reprenez ces points, ces différents points, et dès que vous avez un premier doute sur ça, supprimez-le et n'allez pas dessus. Et surtout, ne faites pas ça dans la précipitation, ça ne sert à rien. Ils font exprès en fait de trouver un motif pour vous faire agir maintenant, tout de suite. Mais le problème, c'est qu'on ne réfléchit pas à ce moment-là, on clique, on note nos informations, et après, voilà, on se fait pirater nos infos, on se fait vider nos comptes bancaires. Après, il faut s'occuper des assurances, des choses comme ça, des remboursements, et ça devient la galère. Pour conclure, il faut toujours faire attention quand vous recevez un email. Si vous avez un premier soupçon, vous n'allez pas plus loin, vous arrêtez, vous supprimez le mail. Et gardez aussi en tête que toute organisation ne vous demandera jamais de confirmer ou de mettre vos coordonnées bancaires ou vos informations personnelles, sachant que
si vous avez adhéré à ce service, vous avez déjà rempli un nombre d'informations qui sont à leur disposition, donc qui ne sont pas censés vous redemander ces informations-là. Et aussi, il y a une dernière chose à faire qui, malheureusement, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est qu'à chaque fois qu'on tombe sur une page de phishing comme ça ou un lien dans un email, c'est de le signaler directement à Google parce que eux, ils ont la rapidité et la puissance de frappe, on va dire, de faire tomber ces sites-là. Et je vous mettrai du coup dans la description de la vidéo le lien pour reporter un site en fait à Google. Et eux, je pense qu'ils ont un algorithme en fait qui va analyser la page et qui va déterminer oui ou non si c'est une page de phishing et qui va afficher du coup un gros encart rouge pour dire attention, ce site est une page de phishing. Et du coup, ça va permettre aux personnes qui ont potentiellement reçu l'email de ne pas cliquer ou de vraiment leur montrer qu'il faut être vigilant sur ce site-là. Donc voilà, faudrait le faire à chaque fois, ça serait bien, mais voilà, le but c'est vraiment de le reporter au maximum. Ça peut permettre à 3, 4 ou 5 personnes derrière vous de ne pas se faire avoir, et ça peut toujours servir. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses à améliorer, si vous avez voilà, des remarques, qu'elles soient positives ou négatives, je prends tout retour, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.